Je reçois Eli Nkongolo Kalala. Excusez-moi pour le lapsus. Monsieur Nkongolo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat au barreau de Kinshasa-Gombe et également chercheur à l'université de Kinshasa. Et voilà, ce soir, on vous reçoit en tant que citoyen congolais et surtout dans votre peau d'analyste indépendant. Alors, de manière approfondie, on essaie d'analyser l'actualité d'un autre pays, un peu très content de l'attitude, donc du climat actuel politique, si il demeure et s'il continue à donner des signaux forts avant les élections en décembre 2018, cette année. Merci, monsieur Fabien Lumbala, d'avoir encore une fois de plus pensé à nous. Oui, il est certes vrai que les choses semblent avancer, de manière positive, et que si ce climat qui est en train d'être décrispé pouvait s'étendre, s'améliorer davantage jusqu'à la tenue des prochains scrutins, j'estime en ce qui me concerne que ça sera une très bonne chose. Et donc l'impression semble être un peu positive, au-delà de quelques faiblesses que nous allons peut-être l'occasion faire ressortir justement. Alors le CNSA, dans son rôle, le rôle qui était attendu de ce Conseil national des suivis de l'accord de la Saint-Sylvestre. Monsieur Fabien, encore une fois de plus, puisque vous parlez du CNSA, je ne sais pas comprendre en fait en tant que tel ce que ça signifie, très franchement. Je voudrais avant toute chose rappeler le contexte dans lequel le CNSA a été conçu et créé, si vous voulez bien l'expression, le processus dans lequel les différents membres qui animent à ce jour cet organe a été fait et enfin dire également un mot sur son attitude actuelle, éventuellement sur les différents actes que cette structure est en train de poser ou de prendre en termes de décision. Cela étendu, à titre de rappel, M. Fabien, il n'est un secret pour personne que le CNSA a été conçu à l'issue des assises qui ont été sanctionnées par l'accord de la Saint-Sylvestre. Les assises ayant réuni les différents Congolais de différentes tendances. Et qu'au terme de ces assises, un certain nombre de résolutions a été prises. Et que pour, en fait, atteindre l'exécution de ces résolutions et avis qui ont été émises à travers ces assises, une structure a été imaginée dans l'imaginaire de ces participants à ces assises, à l'occurrence le CNSA. Et qu'à travers cet accord dit du Saint-Sylvestre qui a conçu cette structure, les participants avaient ému le vœu qu'au lendemain, en fait, de assises, à ce qu'une loi organique soit prise, afin d'instituer, de déterminer l'organisation et le fonctionnement de la dite structure qui avait en charge la suivi de l'exécution des résolutions, des avis et propositions qui ont été faites à travers les assises et sanctionnées en termes d'accord. Au lieu d'entrer dans l'historique, à ce stade, les actes que le CNSA pose, des actes qui redonnent beaucoup d'espoir dans la classe politique congolaise, d'accord, ou tout simplement pour vous, on est à côté de la plaque? Oui, M. Fabien, j'étais en train de terminer, puis c'est très important
justement pour faire démontrer que, en fait, sur le plan de droit, le CNSA n'existe pas en tant que tel. Puisque cette loi organique qui aurait dû déterminer, d'abord l'instituer, déterminer son fonctionnement et son organisation, n'a jamais été prise. C'est ce qui justifie d'ailleurs que jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous avez suivi à un certain moment les voix s'élever que les membres qui animent cette structure jusqu'à ce jour n'ont jamais été nommés par ordonnance présidentielle. Puisque le chef de l'État ne pouvait pas nommer des personnes appelées à animer un service qui juridiquement n'existe pas. Voyez-vous, puisque le CNSA n'existant pas, quelle est la conséquence des actes que cette structure, en tant que telle, est en train de prendre? Mais en réalité, ces actes sont inopérants en fait. Ces actes ne produisent aucun effet. C'est pour vous dire, et en répondant à votre question, que l'attitude bonne ou pas du CNSA, la bonne volonté que peut manifester le membre qui l'anime dans les néants, puis c'est une structure de fait, ne peut nullement avancer des choses par le simple fait que cette structure n'a pas été ni constitutionnellement ni légalement établie. Alors les actes pris par le CNSA ne peuvent engager que les individus pris de manière particulière, isolée, qui animent cette structure et n'a pas d'effet. Et donc en réalité le CNSA n'a pas à résoudre ces grands problèmes. Ça c'est un fait. Encore un fait. Quand vous interrogez l'ordonnance loi qui détermine l'organisation, le fonctionnement et les attributions de différents ministères, vous vous rendrez aussitôt compte que les attributions semblées confiées au CNSA appartiennent aux différents ministères. En l'occurrence, la gestion, le fonctionnement, l'agrément des partis politiques, qui est de la compétence, puisque en droit administratif, si vous voulez bien, la compétence est d'attribution, qui est de la compétence du ministère de l'Intérieur, qui est un organe constitutionnellement établi. Et donc, en tant que juriste, parler des actes, des effets des actes que poserait le CNSA, très franchement, je suis en mal de positionnement, puisque je suis en face d'une structure qui n'existe pas. Au point que les actes posés par ces animateurs, si ils parvenaient à poser préjudice à un particulier, ils vont répondre en tant que tel. Et même le budget, pour finir, qui est alloué à cette structure, n'est pas justifié dans la mesure où il n'y a pas un acte générateur. Il n'y a pas un décret, il n'y a pas une loi, en fait, qui a prévu l'existence de cette structure pour qu'elle se voie bénéficiaire des finances des contribuables congolais. Et donc, pour moi, ce n'est qu'un coup de paix dans l'eau. Tout ce que les bonnes intentions que les CNSA peuvent en fait manifester, cela ne peut en rien décrisper l'espace politique, si ce n'est que les actes posés par les organes attitrés, à l'occurrence le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, et j'en passe. Mais on le voit quand même que sur le terrain, le ciel commence à s'éclaircir. Les partis politiques qui étaient doubles aujourd'hui, surtout ceux qui étaient au rassemblement, surtout au G7, reviennent à leur géniteur et ça redonne de la confiance dans la classe politique. Même ceux qui étaient sceptiques commencent à venir. On sent que les congrès se tiennent. Et alors pour vous, vous pensez que la politique n'a pas par moment le dessus sur le droit? C'est vrai. Il y a des contextes c'est vrai, qui l'obligent. C'est vrai qu'on l'a toujours si pensé ainsi. La politique tiendrait les droits en état, puis c'est ça l'expression, la politique tient les droits en état, ainsi de suite. Qu'à travers les actes, peut-être de portée politique, qui seraient posés par un organe qui préalablement existe. Voyez-vous, le CNSA existe dans la féconde imaginaire des participants à ces assises, sanctionnées par cet accord. Mais sur le plan des droits, ce CNSA n'existe pas et n'a même pas posé des actes dits politiques pour tenir les droits en état. Voyez-vous, on comprendrait, si vous voulez bien, puisque vous aimez bien les CNSA,
que les actes s'il ne s'agit pas de la et les décisions, CNSA, nous voyons les retombées des mesures prises par le CNSA qui commence à redonner des signaux pour un climat apaisé vers les élections dans notre pays. Oui, mais pas par le fait du CNSA. Dans mes propos introductifs, je commençais par vous faire voir que les choses semblaient marcher, voyez-vous, mais pas par le fait du CNSA. On comprendrait et que les actes, les bonnes intentions que manifeste le CNSA, les actes et les décisions entre guillemets prises par, pour prendre une décision, encore faudrait-il en être compétent, prises par cette structure inexistante juridiquement, sont, de mon humble avis, considérés comme des simples avis techniques. Et que ces avis techniques ont été transmis. Vous avez suivi comme moi, à chaque fois que le ministre de l'Intérieur avait l'occasion d'intervenir sur les médias et qu'on lui posait la question autour de ce que le CNSA était en train de faire, il n'a hésité un seul instant de faire observer qu'ils allaient lire minutieusement les propositions venant du CNSA. Donc ces avis, au jour d'aujourd'hui, s'il faut peut-être en considérer comme tels, ces avis ont des signaux qui redonnent de l'espoir dans les chefs de ceux qui étaient encore hésitants, comme vous l'avez fait observer. C'est ce qui fait que vous avez des regroupements ça et là. Et donc ce sont des avis, mais il les revient. Et il les revenait aux organes compétents, à l'occurrence, en ce qui est des partis politiques, au ministère de l'Intérieur, d'agir, c'est-à-dire de se prononcer et de prendre des décisions, puis c'est un organe compétent, et que peut-être on parlerait du ministère de l'Intérieur, qui existe juridiquement, puisque je suis très mal à l'aise de parler du CNSA, qui n'existe presque pas, au point de trahir la science que j'ai apprise et que je continue à apprendre. Ah voilà. Alors à ce stade, une loi organique, la prendre, de poser une proposition de loi, un projet de loi pour un examen en vue de son adoption et au finish la promulgation. Est-ce que c'est déjà tard ou il y a encore du temps? Il n'a jamais été tard pour faire mieux. En réalité, les choses doivent être faites à la manière des hommes normaux. C'est-à-dire, quand il faut refaire des choses correctement, il n'y a jamais été tard. Qu'est-ce qui doit être à la base pour vous de ce retard pris dans la loi organique portant organisation, fonctionnement, attribution du CNSA? Mais c'est ça en fait qui justifie en quelque sorte les comportements de l'homme politique congolais, voyez-vous, qui est habitué, je vous le disais autrefois, que le Congo est habitué à des éternels arrangements sous table, si vous voulez ainsi, depuis l'indépendance jusqu'à ces jours. Il y a eu des assises sur assises, il y a eu des ceci, des cela, des tables rondes, des dialogues contre dialogues. Or, les dialogues sur un dialogue ne vaut, ainsi de suite. Mais est-ce que ces dialogues, est-ce que ces résolutions qui ont été prises, qui sont en train d'être prises à travers les assises, à travers les ceci, cela, ces résolutions se voient être appliquées? C'est-à-dire qu'il y a manqué à un certain moment une petite dose de bonne volonté dans les chefs des acteurs politiques, toutes tendances confondues, de faire avancer les choses. C'est ainsi que je vous le disais, qu'il n'a jamais été tard. Alors, le ministère de l'Intérieur, lorsqu'on n'a pas découvert le contenu de sa correspondance, on n'a pas compulsé la liste des partis politiques qu'elle a déposé, que ce ministère a déposé au niveau de la CENI, mais on se permet quand même de spéculer. Est-ce que ce n'est pas sur base des avis du CNSA que le ministère de l'Intérieur, comme technicien, a posé et passé à cette étape? On réfléchit. Oui, monsieur Fabien, je vous le disais tantôt qu'il est revenu de la compétence du ministère de l'Intérieur de gérer les partis politiques, leur fonctionnement, leur organisation et de l'agréer en tant que tel. C'est-à-dire de les reconnaître en tant que
tel. Voyez-vous? Mais il s'est créé tous les jours. Tout à fait. Il s'est créé tous les jours. Mais le ministère, des partis politiques. puisque nous sommes... On est à 1000 ou 1200. J'ai entendu parler de 600 quelques qui seraient transmises à la CENI. Donc, contenu dans la liste du ministère. Liste, voilà. Oui. Alors, le ministère de l'Intérieur qui a cette charge-là est appelé à le faire conformément à la loi qui existe. Et dans le contexte actuel, conformément à la loi électorale en vigueur. Voyez-vous, M. Fabien, si vous voulez bien, je peux, avec votre autorisation, vous lire l'une des dispositions de la loi, et donc la loi électorale telle qu'elle est révisée à ces jours, puisque la loi n'a pas été révisée dans son entièreté. Il y a quelques dispositions qui ont été retouchées, réadaptées par rapport aux besoins de l'heure. Je vous en prie. Monsieur Fabien, que dit l'article 12 de la loi sur les partis politiques? L'article 12 in fine, c'est-à-dire le tout dernier alinéa. Voilà ce que dit la loi électorale en ce qui concerne la transmission de la liste des partis politiques à la CENI par le ministère de l'Intérieur. Le législateur dit ceci, l'article 12 in fine, l'enregistrement ainsi que les listes des partis politiques éligibles au scrutin en cours sont clôturés, publiés au journal officiel et transmis par le ministère ayant l'intérieur dans ses attributions à la Commission électorale nationale indépendante au plus tard 12 mois avant l'ouverture de l'enregistrement des candidatures et 3 mois avant cette clôture pour les regroupements politiques. Qu'est-ce que ça veut dire, M. Fabien? Ça veut simplement dire que le ministère de l'Intérieur, qui avait en charge l'enregistrement, l'agrément, ainsi de suite des partis politiques, ces partis politiques qui sont appelés à être éligibles au scrutin en cours. Quel est le scrutin en cours dans le cas d'espèce? C'est le scrutin prévu pour le 23 décembre 2018. C'est ça le scrutin en cours. Ces partis politiques qui doivent concourir à ce scrutin doivent être enregistrés au ministère de l'Intérieur, publiés au journal officiel et transmis à la CENI 12 mois tout au plus tard. Le législateur dit 12 mois tout au plus tard, avant l'ouverture de l'enregistrement des candidatures et 3 mois tout au plus tard avant la fermeture pour des regroupements politiques. Qu'est-ce que ça veut dire en d'autres termes? En d'autres termes, ça veut dire que les partis politiques figurant sur la prétendue liste que le ministère de l'Intérieur a transmis à la CENI devraient être déjà publiés au journal officiel 12 mois avant cette transmission. Puisque, s'il faut nous en tenir au calendrier de la CENI, les élections sont en décembre 2018. Certainement qui appelle à la candidature peut déjà, ou ouverture à l'enregistrement des candidatures, peut intervenir dessous le mois de juin. Donc, vous vous réalisez que la transmission est faite en violation de la loi. Ça, c'est un. De deux, vous avez entendu comme moi, le vice-ministre de l'Intérieur, à travers vos services, c'est-à-dire les médias, quand on lui pose la question de savoir tel parti, qu'est-ce que vous en avez fait, il dit, écoutez, nous avons envoyé la liste de tout le monde. Simplement parce que nous n'avons pas voulu exclure les gens de la course ou des élections. Donc, certains partis, avec leurs ailes, celles qui sont déjà brûlées ou celles qui sont encore intactes, alors, et puis, peut-être avec le conseil du CNSA pris en compte. Tout à fait. C'est l'impression qu'il y a. Or, le ministre de l'Intérieur donne l'impression, c'est comme si les gens vont aux élections par sa simple bonne volonté, ou encore au moins aller aux élections dépend de ses humeurs. Non, ces gens vont aux élections conformément à la loi. Cette loi prévoit que l'enregistrement de ces partis politiques devrait être fait, publié au journal officiel, transmis à la CENI 12 mois avant l'appel à la candidature. Voyez-vous, là encore c'est une... en fait, c'est un problème. Un autre problème. Si c'est fait que
dans la transmission de cette liste, le ministère de l'Intérieur aurait pris sur la liste les LCC, les LSLA, les LX, les LY, il y a encore un problème de droit qui se pose. Puisque tous ces partis n'ont qu'un seul arrêté. Alors, il ajoutait, par exemple, tel parti LX, ça c'est le ministère de l'Intérieur qui serait en train d'ajouter les L. C'est qui risque d'être qualifié d'info, puisqu'il faut se conformer aux arrêtés qui, en fait, agréent ces partis politiques. Et là-dedans, les dénominations sont indiquées. Alors, à la veille, nous avons vu les LCC, les LCC. À quand est-ce que tous ces L ont été publiés au journal officiel? Dans les 12 mois, avant que ces L ne soient transmises à la CENI. Si ça serait le cas, voyez-vous, certainement qu'il y a des problèmes. Aussi, le ministère de l'Intérieur, en mettant sur sa liste les LY, les LX, les LCC, le ministère de l'Intérieur crée le dédoublement de partis politiques évité par la loi sur le parti politique et dans l'accord même. Puisque vous vous rendrez compte que tous ces partis ont le même logo, ont le même drapeau, ont presque les mêmes dénominations. On comprendrait peut-être qu'il y ait MLCL libéral, puisqu'ils ont un statut, ils ont les logos différents des autres, ainsi de suite. Bon, nous pensons que ce sont des choses qui ont été faites et que peut-être de façon à satisfaire les appétits des uns et des autres, mais pas de manière professionnelle. Alors, et ça énerve en fait la loi. La conséquence, je vais vous la démontrer tout à l'heure de ces irrégularités. La loi est énervée, vous le dites. Comment peut-on y remédier? Assez rapidement, quelques mots en clôture avec vous. Oui, pour en fait y remédier, puisque concrètement, ce qui doit être fait de manière professionnelle, la conséquence, vous déplorez, la conséquence, M. Fabien, oui, c'est que cette façon-là de faire les choses ouvre une boîte à Pandore, à des contentieux déjà au niveau de la validation des candidatures. Voyez-vous, si quelqu'un dont la candidature est validée, ou éventuellement même qui serait favorable dans une circonscription quelconque, un candidat mécontent peut saisir une juridiction compétente pour demander l'invalidation et l'annulation si et seulement si ce candidat, son nom figure sur la liste d'un parti politique qui n'a pas été publié au journal officiel, dont la liste n'a pas été transmise dans les délais légaux à la CENI. Et donc pour remédier les choses, je pense, je vous le disais tantôt, qu'il n'a jamais été tard pour mieux faire. Nous ne pouvons pas faire les choses dans la précipitation, simplement parce que nous devons répondre aux appétits de la communauté internationale. Mais nous devons faire des choses pour que nous soyons respectés. Nous devons faire les choses pour prévenir les éventuels conflits et chaos qui peuvent naître du fait de notre façon de faire. Donc nous devons nous-mêmes commencer par respecter nos propres lois que nous avons prises. Je pense qu'il y a encore lieu pour le ministère de l'Intérieur de revoir les choses, de refaire les choses calmement. Nous ne voulons pas des élections pour des élections. Nous ne voulons pas des élections qui vont nous amener à des contentieux à tous les niveaux. Et voilà, surtout permettre aux impérialistes de pouvoir leur ouvrir des brèches afin qu'ils puissent encore utiliser des Congolais inconsciencieux. Voilà, on n'en a pas besoin. Il n'est pas tard. C'est le maître mot qu'on maîtrise pour ce soir. Il n'est pas tard pour mieux faire. Il y a moyen, il y a encore du temps pour faire mieux et surtout de manière professionnelle si les avis que vous avez donnés doivent être pris en considération par les organes compétents. Le Congo est le nôtre à tous. Ce n'est pas l'affaire d'un seul individu. Jamais. Merci. Eline Congolo. C'est moi qui vous remercie, M. Fabien, pour l'invitation. Dans quelques instants, on aborde l'économie. Oui, il y a quelque temps, le chef de l'État était à mandat. Un nouvel espoir de Perinco Noada, 2 millions de barils attendus cette année. Géopolis se penche sur ce grand dossier économique dans son magazine. Son journaliste est avec nous sur ce plateau.
Perenco, nouveau champ pétrolier à Moanda, oui, avec un instrument d'extraction de l'or noir. Noada, comme vous le constatez sur la couverture de Géopolis, 54e numéro. Alors, quel sera l'impact? Un confrère était avec nous, José Junior Owawa, journaliste Géopolis. Bonsoir. Bonsoir Fabien. Vous avez été à Moanda quand le chef de l'État a inauguré ces nouveaux champs pétroliers. Ah, voilà, nous étions, je n'étais pas le seul d'ailleurs, c'était un groupe de journalistes. Voilà, vous étiez nombreux. Et on était nombreux, un groupe de journalistes, on était là pour constater de vive voix de ce qui s'est passé réellement dans cette contrée de la République démocratique du Congo. Vous savez que la firme Perenco, on ne fait pas la publicité de Perenco ici, mais au moins c'est la principale société d'exploitation de pétrole au Congo. Oui, du moins pour l'instant, avec 50 000 barils par jour, en attendant cette manne, avec ces performances cette année. Oui, ces performances, mais il y a des chiffres qu'il fallait peut-être corriger. Autrefois, on parlait de 35 000 barils, mais avec la vétusté des équipements de Perenco, parce que Perenco est quand même, ces équipements sont là il y a depuis 72. Hein. Perenco a commencé l'exploitation, je me rappelle, c'était en 2000 à onshore, c'est-à-dire l'exploitation en terre ferme, et puis en 2004 en exploitation en offshore. Donc depuis l'exploitation, la vétusté de ces équipements, Perenco a dû revoir justement ses ambitions à la baisse. Aujourd'hui, la production journalière de Perenco tourne autour de 22 à 23 000 barils le jour. Donc une production vérifiée, même par vous, journalistes, effectivement, dans le secteur, vérifiée, ou ce sont des chiffres? Ce sont les chiffres qu'avancent les services de communication de Perenco. Nous étions sur place, vous savez, l'exploitation en mer, il y a beaucoup de défis pour y arriver, vérifier avec des instruments et qui disposent des instruments. Mais en tout cas, pour Perenco, l'acquisition, c'est pourquoi notre titre de Géopolis a centré justement sur ça, qu'avec cette acquisition, Perenco pourrait avoir finalement la possibilité d'augmenter la production à plus ou moins 5 000 barils le jour. Donc, ce qui reviendrait, ce que nous avons dit, que c'est un espoir pour la société. 5 000 barils le jour supplémentaire, c'est-à-dire ce qui ramène la production à 27 000 barils. Donc, alors, le 2 millions, c'est sur l'année? Non, les 2 millions, c'est sur l'année, produit que rien qu'avec l'appareil Nouada, donc l'appareil de forage Nouada. Voilà. Et nous parlons de l'impact. On sait que la descente aux enfers, on peut parler du prix qui avait baissé sur le marché international, le prix du baril. Cette société a eu beaucoup de soucis. Et pourtant, il engage beaucoup de Congolais en sous-traitance, tout comme les employés définitifs. Alors, cet espoir pour cette année, effectivement, alors que le chef de l'État vient de lancer, est-ce qu'il ne faudra pas atteindre la fin de l'année? Non, l'espoir peut-être est la fin de l'année, mais pour la société, c'est quand même cet appareil a coûté à la société quelques 70 millions de dollars rien que pour l'installer. Alors, la société estime que avec cet appareil, on peut avoir effectivement cet espoir. Pourquoi? Parce que vous avez parlé de l'impact d'abord social, on peut parler peut-être de ça. Oui. On va y arriver. La responsabilité sociale, c'est très important dans cette partie du pays. Mais nous parlons d'abord du rendement. Oui, le rendement. J'étais en train de dire que pour la société, rien qu'avec cet appareil, elle pourrait produire 5 000 barils le jour, je risque de me répéter, mais justement pour la société, c'est déjà quelque chose, parce que le PDG, M. Broche, a promis que cette acquisition n'est qu'une première. Donc dans les jours et mois qui vont venir, l'inauguration c'était le 10 février. Pour la société, donc avec cette acquisition, il faut accentuer une façon pour la société de s'adapter aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc, avec cette acquisition, la société promet de s'investir suffisamment pour qu'à long terme, en court terme en tout cas, que la production puisse prendre de l'envol. Et voilà, parce qu'on parlait de l'impact, justement, il y a eu beaucoup de sociétés de sous-traitance qui fournissaient à Perenco le personnel
techniques, même scientifiques, mais à cause de la crise, il y a eu suppression de certains emplois. Au niveau de la responsabilité, alors avec cette augmentation, grâce à Nwanda, vous pensez que Perenco va reprendre ou va réhabiliter les emplois qui ont été supprimés? Oui, c'est possible parce que selon les derniers chiffres fournis par la société, Perenco emploierait entre 999 à 1000 emplois directs et indirects au sein de la société, et sans compter la sous-traitance, c'est-à-dire que c'est quand même la principale entreprise qui emploie les gens sur place localement là-bas, mais se pose un sérieux problème par rapport à la qualité de l'emploi que les Congolais vont faire, parce que vous savez, pour faire le pétrole, les hydrocarbures demandent de la pétrochimie, beaucoup de techniques modernes. Alors, est-ce que la population est suffisamment qualifiée? Il est vrai qu'il y a des institutions de formation en pétrole et gaz. Est-ce qu'aujourd'hui, ces défis-là sont déjà relevés? Mais ce sont des emplois qu'on appelle emplois bas coût, c'est-à-dire des tout-travaux, qui sont beaucoup plus vulnérables sur le terrain. Mais avec cette acquisition, la société croit en tout cas et fonde de l'espoir et elle peut booster sa production. Donc par ricochet, on peut avoir des emplois supplémentaires. Alors justement, au niveau de la responsabilité sociale, Nwanda, oui, quand vous y arrivez, au-delà de l'aspect touristique, avec l'investissement sur l'océan, oui, Nwanda, c'est d'abord le pétrole. Vous arrivez à Tiende, Sianfumu, chez les Assolongo, partout, vous sentez que la responsabilité sociale ou sociétale de Perenco a porté des fruits. Sur le plan de l'eau potable, de l'électricité, avec le gaz qui est mis à contribution. Alors, la crise est passée par là, on le sent, quand vous y allez maintenant. L'espoir sera permis dans le cadre du partenariat avec les communautés locales. Qu'est-ce qu'ils vous en parlent, les Mwandais? Bon, quand vous arrivez à Mwanda, en tout cas, si vous avez un courant pour les Congolais moyens, c'est un courant fourni par Perenco. Quand vous avez une bonne école, c'est généralement ces Perenco qui s'y installent, qui réhabilitent. Par exemple, l'aéroport national de Mwanda, la piste de l'aéroport, d'abord le tarmac de l'aéroport, c'est réhabilité par la société. Alors, il y a beaucoup d'actions sociales que la société pose, même si au niveau du Fonds forestier national, et dans le numéro 54 de notre magazine, on en parle d'ailleurs, où on déplore justement l'impact de la production du pétrole sur l'environnement. Sur l'environnement. Voilà. Parce que vous savez que la loi de 2015, la loi des hydrocarbures de 2015, signée par l'actuel ministre Emengo Imukena, oblige à ces sociétés-là de s'investir suffisamment pour protéger l'environnement. Alors vous vous rendez compte que pour les fonds forestiers, Perenco, vous devrez devoir au fonds forestier, c'est-à-dire au trésor public, quelques 150 millions de dollars. Ce sont des chiffres qui font rêver, mais on se pose la question, est-ce que la société est en train de travailler et comme ça, et que les services de l'État sont incapables de mobiliser ces fonds? Parce que pour le fonds forestier et d'autres structures, il s'agit de ces fonds qui vont permettre à ce que les sites d'exploitation qui sont abandonnés, pour faire ce que la loi de 2015 définit comme les rendus, pour rendre le site opérationnel, c'est-à-dire cultivable par les communautés locales, il faudrait payer ce qu'on appelle la taxe de reboisement, pour rembler la terre, pour faire en sorte que la terre puisse produire à nouveau. Est-ce que ces sociétés-là sont en train de faire ce travail? C'est un travail de terrain. C'est la question. Vous avez la réponse à cette question? C'est un travail de terrain qu'il faudra fournir les investissements, les investigations pour voir finalement est-ce que ces sociétés-là s'adaptent justement à la loi de 2015. Alors nous sommes allés il y a quelques années vers Tiende. Il y a il y a eu une culture, on peut parler de la création d'une forêt artificielle avec des plantes. L'expérience du plateau des Bateke a beaucoup inspiré donc les dirigeants à Mwanda et surtout les dirigeants de la société. Où en sommes-nous? Est-ce qu'on a vraiment cette forêt qui est devenue matérielle et qui est
sur place où on a mis fin à ces projets? Bon, la société nous explique ceci. Nous sommes arrivés au moins quelque part, et on a vu que, par exemple, la plantation de mangroves, c'est généralement Perenco qui est en train d'intervenir avec les sociétés, les autorités locales pour permettre à ce que les forêts qui ont été détruites à un certain moment pour l'exploitation de pétrole et que ces forêts puissent recouvrer leur identité traditionnelle, naturelle, voulais-je dire, pour permettre à ce que dans des générations futures qu'on puisse finalement pour d'autres utilités. Parce que le parc de mangrove est menacé par justement l'océan Atlantique qui ronge chaque année des centaines, en fait des mètres de la terre. Et vous voyez la route qui vient des bananas, qui vient même de la direction générale des mois. Cette route est rongée et vous voyez que la forêt, le parc de mangrove, petit à petit est menacé de disparition. Et ces espèces rares. Alors à ce niveau-là, je ne sais pas qu'est-ce qui est fait concrètement par la société qui était en difficulté, il faut le dire. Oui, la société en difficulté, comme vous dites. Et imaginez les images que vous veniez de faire défiler tout à l'heure montrent finalement là où le président de la République, Joseph Kabila, s'était posé pour lancer la production justement avec cet appareil NOADA. Vous vous rendez compte que la terre est en train d'être rongée par l'océan. Et la société prend des initiatives du genre jeter ce qu'on appelle il y a des équipements qu'on a tous les jetés pour... Oui, le terme va venir. Va venir, mais ça permet en sorte que on puisse un peu limiter les dégâts. Vous savez, l'océan, c'est très puissant, ça demande des techniques très avancées pour permettre à ce que l'avancée de la mer, on ne les déplore pas seulement ici, c'est à travers le monde qu'on déplore, mais il faut développer des techniques. Mais il y a quand même des moellons qui sont jetés, pour permettre à ce que ces pierres-là puissent contenir tant soit peu l'avancée de la mer qui menace, vous l'avez d'ailleurs rappelé, les installations justement de Perenco. Non seulement ça, notre station d'atterrage de la fibre optique, avec ce câble qui sort de l'océan, cet endroit-là, si rien n'est fait, on risque de conjuguer ça au passé. Il y a également notre littoral au niveau de la base navale de Banana. Eh bien, c'est chaque année qu'une partie de terre est rongée par les eaux de l'océan, c'est vers l'embouchure. Et ça, c'est au niveau environnemental. Alors, l'espoir, avec votre regard de journaliste et géopolice, l'espoir, vous le dites, il est permis en 2018. Oui, parce que nous parlons de cet espoir. Pourquoi nous mettons l'accent sur Perenco? Parce que nous savons que c'est la principale société qui produit du pétrole au Congo, du brut. Au Congo, on a rappelé les précis, ça ne sert à rien de revenir. Mais on se dit avec Perenco, parce que le ministre, dans son discours, Emile Ngoïmoukena, avait même lancé au président de la République qu'il sera obligé de se déplacer régulièrement pour cette année, parce qu'avec la nouvelle loi sur les hydrocarbures qui supprime tout simplement ce qu'on appelle les permis d'exploitation avec les CPP, les contrats de partage de production, c'est-à-dire l'État congolais va devoir travailler à sorte que chaque société qui s'installe au Congo puisse effectivement partager la production pétrolière avec l'État congolais, parce qu'il y a des taxes qui sont les droits d'hydrocarbures, c'est comme ça qu'on appelle, les droits d'hydrocarbures vont permettre à ce que les pays puissent gagner. Nous, on se dit, avec les lancements de cette grande cérémonie avec le président de la République, ça va inspirer d'autres sociétés qui sont intéressées par le secteur pétrole et qui se bousculent pour venir parce qu'on a des réserves les plus importantes de l'Afrique sur le lac Albert, également dans le parc de Virunga. Nous sommes géants dans ce secteur. Alors ça pourrait séduire davantage d'autres. Oui, c'est ça notre optimisme tout simplement. À Géopolis, nous estimons qu'avec ces go, on peut le dire ainsi, que Perenco vient de donner. Le président de la République, vous vous rappelez, c'est au mois le 4 février dernier, avait signé les CPP, contrat de partage de production avec la société compagnie minière du Congo, Comico, pour l'exploitation du pétrole au niveau pour lancer les travaux d'exploration, parce que ça prend du temps. Ce n'est pas le jour où vous lancez
on vous octroie les CPP, c'est-à-dire que 2 jours après vous exploitez du pétrole. La procédure est longue, il faut lancer les études de prospection, les études d'exploration, les études pour tester les sols, est-ce qu'il y a la présence du pétrole, mais au moins dans la cuvette centrale, il y a les indices sérieux de présence de pétrole qui sont là. Alors cette société s'est lancée pour commencer à mener ces études-là pour que dans les tout prochains jours, en tout cas dans quelques années à venir, on peut assister à l'exploitation de pétrole dans cette partie du pays. Donc vous imaginez que rien que dans la cuvette centrale, il y a 3 blocs pétroliers, 3 blocs pétrolières que le président de la République a accordé à cette société, va permettre à cette société de produire énormément de pétrole. Il y a un autre défi justement dans ces zones-là. Vous vous rendez compte qu'en dehors de notre espoir Perenco qui a lancé, qui a donné en quelque sorte le go, est-ce que dans cette partie du pays, parce que la cuvette centrale, ses réserves sont évaluées à quelques 13 milliards de barils, est-ce que cette société sera en mesure de vraiment bien travailler parce que c'est une zone enclavée, je ne vous l'apprends pas. Et il faut créer des pipelines, il faut créer toutes ces infrastructures qui vont permettre à ce que nous puissions avoir du pétrole. De l'espoir. Il n'y a pas assez de soucis avec de l'argent, on peut tout, hein, voilà. L'homme, le cerveau de l'homme démontre le contraire. C'est mieux encore pas quand on est à Mwanda parce que les bateaux viennent de l'extérieur s'accoster au niveau de la mer, de l'océan, et puis vous avez facilement l'écoulement. Et puis une bonne nouvelle pour les Mwandais, je ne parle pas de tous les Congolais en général, c'est la construction du port à eau profonde à Banana. Oui, ça tombe très bien pour le coin et pour la République. Donc ça sera la plus grande ville normalement du pays. Nous sommes en train de travailler sur les dossiers. Vous savez que c'est un investissement très très sérieux. Au-delà de 1 milliard de dollars. 1,2 à 1,3 milliards de dollars. Alors pour le gouvernement, c'est un coût politique et un coût social aussi important. Pourquoi? Parce que ces projets, vous vous souvenez, c'est un projet qui dure aujourd'hui plus de 155 ans. Donc depuis 1863 que cette idée a été lancée, mais il n'y a pas eu des dirigeants courageux pour prendre des décisions. Le gouvernement n'a plus le risque parce que d'abord le coût, les projets devaient coûter 4 milliards de dollars, plus de 4 milliards de dollars, mais avec la société, les Émiratis qui ont travaillé sur le dossier, la société a accepté de travailler. 30 ans, vous en parlerez dans votre prochain numéro de Géopolis, justement, c'est votre dada. Alors, l'après-pétrole à Mwanda, il faut en parler. On était à Caracas. Oui, ils produisent au-delà de 1 milliard de barils par jour. Je crois que je ne me suis pas trompé, ou au-delà de 1 million de barils par jour. Au-delà de 1 million de barils. Mais vous comprenez que les injoncteurs, avec leur méthode, ils font très mal pour les Vénézuéliens, avec les sanctions qui tombent comme des cacahuètes dans une assiette. Alors, l'après-pétrole à Mwanda, est-ce que Perenco et les communautés locales en parlent déjà? Oui, est-ce qu'on peut parler de l'après-pétrole dans cette partie du pays, du fait que aujourd'hui, d'abord, l'exploitation n'est pas encore complètement, les explorations, les études exploratoires. Guérir. Oui, guérir, parce que pour le gouvernement, le vice-premier ministre Makila parle de ces ports qui va permettre justement de diversifier, parce que le président, vous allez voir dans notre première page, deuxième page, je crois, des Géopolis, on parle justement de ces orientations du président de la République qui les a données lors de son dernier point de presse, où il dit qu'au lieu d'être victime de la dictature, d'ailleurs c'est pas ces termes, c'est justement il veut tout simplement dire que les pays étaient tellement dépendants de mines aujourd'hui que nous devons tourner vers le pétrole et l'agriculture. Le ministre Moukena a rappelé dans son discours le jour de l'inauguration que la RDC, sur les 26 provinces que compte notre pays... Je parle l'après-pétrole quand vous allez justement dans les Golfes et puis au Moyen-Orient, vous voyez que les pays riches dans ce domaine sont en train de préparer l'après-pétrole, soit dans le tourisme, soit dans l'agriculture. J'y arrive tout simplement parce que pour la gouverne des gens qui nous suivent, les Congos
Peut-être qu'on ne connaissait pas. Aujourd'hui, 24 provinces sur les 26 provinces que compte le pays et contient du pétrole, selon les chiffres fournis par les ministères. Combien contiennent du pétrole? 24 provinces sur 26. Voilà. Je ne sais pas vous dire si c'est Kinshasa ou ça, votre province a du pétrole, mais au moins, ça dit que c'est une source financière que le pays est en train sur lesquelles le pays est en train de travailler pour finalement booster tant soit peu ce développement. Alors, l'après-pétrole, on peut peut-être déjà envisager ça, mais aujourd'hui, du fait que nous dépendons encore de ça, et je pense qu'on peut d'abord exploiter ce pétrole. On a l'agriculture, le président Kabila l'a fait mention, j'étais en train de parler de ça, et je pense qu'on peut tourner vers l'agriculture. L'agriculture, on a l'élevage, il y a beaucoup de secteurs sur lesquels le pays peut se développer, mais on peut quand même profiter de ce pétrole-là. Et voilà, c'est une matière pisable. Et comment on dit épuisable? Ça peut s'épuiser. Voilà, c'est périssable. Alors, il faut toujours s'inscrire dans le durable. Et voilà. J'espère que cette fois-ci, le peuple va se retrouver dans toutes ses richesses. Espérons. Parce que le nouveau code minier, il vient nous annoncer ces signaux. À moins que vous ayez, comme on dit dans le jargon, un mot de la fin. Mais ce n'est jamais la fin. Oui, un mot de la fin de Géopolis. Qu'est-ce que vous nous annoncez encore? Bon, il faut tout simplement vous procurer de notre magazine. Vous allez trouver des articles très très intéressants où nous parlons du pétrole, nous parlons du bois, nous parlons de mines. Mais comme l'émission était consacrée sur le pétrole, je vous annonce que dans le prochain magazine, on va aussi se pencher sur les opérateurs qui ont commencé à produire, les opérateurs comme les DIA qui sont en train de des nationaux. Parce que quand on voit les secteurs de pétrole, c'est beaucoup plus les expatriés qui s'y intéressent. Aujourd'hui, il y a quand même ces gens-là qui travaillent. Je pense que dans d'autres numéros, on aura tout le temps d'en parler. Au revoir. José Junior, journaliste Géopolis, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Mbala. Et voilà.